Un nouvel article a été publié dans le journal Le Parisien, Mortalité du Covid-19, ce best-seller qui joue avec les chiffres. Cela fait suite aux deux articles, en tête des ventes et des fake news, le business des livres classés anti-vax et effet indésirable, ARN messager, on a vérifié cette affirmation de deux livres jugés anti-vax, qui avaient été publiés par ce même journal. Dans une démarche d'écoute et d'échange d'arguments pour participer au débat public, et avec l'ami Pierre-Yves Covid, chercheur travaillant sous pseudonyme et contributeur de mon livre, nous y avions répondu dans une vidéo Covid-19, le Parisien garde les yeux grands fermés. Nous y avions au passage découvert l'intéressant travail réalisé par Elsa Marie, qui a publié un travail similaire au nôtre sur le sujet de la chirurgie esthétique, Génération Bistouri, enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes. Nous nous étonnions qu'aucune connexion ne soit faite par la journaliste entre ce sujet, pour lequel l'industrie pharmaceutique s'enrichit sur le dos des patients en utilisant des influenceurs et des médecins grassement payés, et en niant les effets des indésirables de cette pratique, avec ce qui s'est passé dans le cadre du Covid-19 que je dénonce dans mon livre. Aujourd'hui, nous nous félicitons qu'un début de débat contradictoire puisse enfin avoir lieu. Chacun doit pouvoir faire part de ses potentiels désaccords sur l'interprétation des données. Dans la lignée du travail précédent réalisé, et toujours avec l'ami Pierre-Yves Covid, nous vous proposons une réponse à ce nouvel article, et bonne nouvelle, on parle de plus en plus du fond. C'est mon éditeur qui m'a appris la sortie d'un nouvel article du Parisien sur mon livre. Vu son titre, Mortalité du Covid-19, ce best-seller qui joue avec les chiffres, j'ai pensé faire face à un nouvel article de propagande sans débat, comme je l'ai vécu trop souvent. Nicolas Béraud ne m'a pas envoyé de message au moment de la publication de cet article, ni même envoyé l'article pour que je puisse être l'un de ses premiers lecteurs. J'ai été choqué et déçu parce que j'ai passé beaucoup de temps à répondre à Nicolas Béraud pour qu'il puisse écrire ses articles dans de bonnes conditions. Et j'ai donc immédiatement tweeté mon agacement. Nicolas Béraud m'a immédiatement contacté pour me dire que son article reprenait bien des éléments de notre discussion qui datait du mois de mars. J'ai donc, dans la foulée, supprimé mon titre en attendant de pouvoir lire enfin son article. Je lui ai rappelé que la loi m'autorise à lire tout ce qui me concerne et que c'est la deuxième fois qu'il publie un article sans me proposer de pouvoir le lire, ni même m'en avertir. Je m'en suis déjà plaint la première fois et je ne demande pas un droit de relecture et de modification sur ce qu'a écrit le journaliste, mais uniquement d'être averti et de pouvoir lire ce qui me concerne. Surtout que je passe beaucoup de temps bénévolement à répondre aux différentes sollicitations qui me sont envoyées. Après la lecture de l'article, j'ai constaté que Nicolas Béraud a fait son travail de journaliste. Son article se base sur un écrit que lui a envoyé l'INSEE qui prétend que mon ouvrage aurait plusieurs biais, erreurs ou arguments de mauvaise foi. Je n'ai jamais vu cet écrit et je ne sais pas qui en est l'auteur. Mais il est vrai qu'au mois de mars, j'avais répondu à différentes questions techniques de Nicolas Béraud et je ne savais pas qu'elles venaient de cet écrit. Même si je ne suis pas d'accord avec les conclusions, il a bien lu et tenté de comprendre et de retranscrire les arguments de chaque partie. Il n'a pas le bagage scientifique pour donner raison à l'une ou l'autre partie et devrait neutraliser un peu plus son propos. Mais l'essentiel est là. J'ai donc présenté mes excuses en privé auprès de lui et publiquement sur mon compte Twitter. Je trouve un peu dommage son thread qui a suivi sur Twitter qui prend nettement parti contre mon propos alors que son article est plus nuancé que ça. Chacun jugera de qui a finalement le comportement le plus respectueux. L'article s'intitule Mortalité du Covid-19, ce best-seller qui joue avec les chiffres. Le but de l'expression utilisée est clairement de décrédibiliser le travail fourni. Au passage, notons que les décès ne représentent que la face émergée d'un iceberg. Un grand nombre de personnes ont souffert et souffrent encore des mesures politico-sanitaires qui ont été mises en place pendant cette crise Covid et que nous jugeons, raisonnement à l'appui, hasardeuses et contre-productives. Les personnels suspendus bien évidemment, mais également toutes les personnes qui se sont senties mal du fait des règles mises en place, tout particulièrement les enfants, avec les interdictions de sortie, l'obligation du port du masque, le fait de devoir se tester, plus tard la vaccination quasi obligatoire et même les effets indésirables qui en ont découlé. L'objectif de tout mon travail n'est aucunement de gagner de l'argent puisque je ne touche aucun revenu sur les livres puisque la totalité de mes droits d'auteur vont à l'association Où est mon cycle et que mes vidéos sur YouTube ne sont pas monétisées. Il s'agit uniquement de pouvoir faire toute la lumière sur ce que nous avons vécu pendant 3 ans.
L'objectif est que la parole des victimes puisse être libérée, mais également que nous ne cédions plus jamais à la psychose et de toujours avoir à l'esprit de garder le choix libre et éclairé pour tout ce qui a trait au médical. Et pas seulement donc pour les vaccins Covid, mais pour la totalité de tous les actes médicaux, jusqu'à la chirurgie esthétique évidemment. L'article de Nicolas Bérode me donne raison sur le fait que lorsque l'on parle de décès, il faut prendre en compte la taille de la population et l'âge des gens. Pour mémoire, s'il y a plus de décès chaque année au Liechtenstein qu'en Allemagne, ce n'est pas parce que l'Allemagne c'est dangereux et que Liechtenstein c'est sûr, c'est parce qu'il y a 2000 fois plus d'habitants en Allemagne qu'au Liechtenstein. Et s'il y a plus de décès chaque année dans un EHPAD de 200 personnes que dans une école maternelle de 200 enfants, ce n'est pas parce que l'EHPAD c'est dangereux et que l'école maternelle c'est sûr, c'est parce que les résidents d'un EHPAD sont très âgés alors que ceux d'une école maternelle sont jeunes. Or, si on prend en compte l'âge des gens et la taille de la population, on se rend compte que la mortalité de 2020 en France est la même que celle de 2015. Difficile alors de parler d'hécatombe. Mais Nicolas Bérode reprend l'argument de l'INSEE qui dit que la hausse de décès entre 2019 et 2020 est exceptionnelle. L'affirmation de l'INSEE est parfaitement juste. Pour apporter l'information complète, il faut donc donner les deux aspects. Il faut dire en 2020, la France a connu un record de hausse de mortalité par rapport à 2019, mais l'année 2020 reste l'une des années les moins mortelles de toute l'histoire. Je souligne donc qu'il manque la moitié de l'information et ce n'est pas neutre. Imaginons qu'un enfant batte un record de croissance en gagnant 10% de sa taille en une année. Si le record a été battu par un enfant qui faisait 1 mètre et est passé à 1,10 m, ce n'est pas la même chose que s'il faisait déjà 2 mètres et fait désormais 2,20 m. Comme l'année 2019 est l'année la moins mortelle de toute l'histoire, il est facile d'avoir un gros taux d'augmentation. Plus on est bas au départ et plus la part d'augmentation peut être grande. Il est facile de doubler sa fortune quand on ne possède qu'1 euro, c'est plus dur quand on en a 100 000. Ne donner qu'un des aspects statistiques, ce n'est pas rester neutre et faire avancer le débat, c'est avoir un parti pris. Ensuite, Nicolas Bérode rappelle que mon livre critique le modèle retenu par l'INSEE pour annoncer 95 000 décès excédentaires. D'abord, l'article relate ma critique du choix de la fenêtre temporelle retenue pour comparer la mortalité. L'Institut, qui a retenu 22 mois, indique qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là puisque les durées sont les mêmes. Il ne manquerait plus que ça que de comparer sur des durées différentes. Mais je maintiens que c'est un problème et une limite importante de comparer la mortalité sur une période qui n'est pas un multiple de 12 et n'inclut pas le début de l'année 2020, donc l'hiver, où se concentrent les décès. La mortalité augmente quand il fait très chaud ou très froid et il suffit qu'il y ait une vague de froid ou une vague de chaud juste en dehors de la plage retenue pour que ça biaise complètement le résultat. D'ailleurs, l'INSEE admet que l'hiver 2019-2020 a été très doux et donc que l'année 2020 a démarré avec très peu de décès. Comme les humains ne sont pas éternels, il est normal d'observer un effet de rattrapage un peu plus tard dans l'année. Tronquer la période d'observation pour maximiser la surmortalité, ce n'est pas neutre, c'est un parti pris. Ensuite, Nicolas Bérode relate les explications de l'INSEE concernant le modèle qu'ils ont choisi pour calculer une mortalité attendue en 2020, et ainsi en déduire une surmortalité qui est la différence entre la mortalité attendue par le modèle et la mortalité observée. Dans son article, l'INSEE prolonge la baisse observée ces dernières années sur 2020. Ce que j'ai appelé ne pas lever le nez de sa copie. En effet, en prolongeant les dernières années, le modèle de prévision de l'INSEE ne prend pas en compte l'existence des années moissons et donc de fluctuations habituelles de mortalité. D'ailleurs, parmi les différents scénarios, l'INSEE choisit celui qui va minimiser la mortalité attendue et donc maximiser la surmortalité. Mais ce n'est même pas le plus gros problème. Ce que je critique, c'est qu'avec son modèle, l'INSEE prévoit pour 2020 une mortalité plus faible que ce qui n'a jamais été observé dans toute l'histoire. Et ça n'est pas raisonnable ni scientifique. Faire un modèle qui prévoit moins de morts que ce qui n'a jamais été observé pour ensuite pousser des cris d'orfraie en expliquant que ça n'est pas arrivé, ça n'est pas raisonnable. Dans le livre, je prolonge le raisonnement jusqu'à l'absurde en disant que si on continue, on va même trouver des taux de mortalité qui tombent à zéro et en déduire que les humains vont devenir immortels, voire ressuscités à partir de 2068. Nicolas Bérode reprend alors les arguments de l'Institut. Un tel raisonnement fait tiquer l'INSEE et pour cause, ce n'est pas ce que font les statisticiens. Si les quotients de mortalité ont baissé en moyenne de 1% par an à un âge donné entre 2010 et 2019, on suppose qu'ils vont à nouveau baisser de 1% par an à cet âge de 2020 à 2022, explique l'Institut.
Avec ces méthodes, on se rapproche peu à peu de la valeur zéro, mais on ne l'atteint jamais. Pierre Chaillot fait donc dire à l'INSEE ce que l'organisme ne dit pas. Il se défend en reprochant un oubli méthodologique dans la publication, voire de la mauvaise foi. À la lecture de ce paragraphe, Nicolas Bérotte donne l'impression que j'ai fait une erreur et que je n'ai pas de contre-argument à répondre. C'est faux, et c'est pas très classe de sa part, sachant que je lui ai fait une réponse assez détaillée le 20 mars 2023 que voici. Il n'y a aucune référence à un logarithme ni dans l'étude, ni dans sa méthodologie, ni dans le billet de blog qui l'accompagne. L'étude fait uniquement mention de la projection d'une tendance. Sans plus de détails, cela signifie linéaire. C'est donc un oubli méthodologique de la part de l'auteur ou de la mauvaise foi de la part de la personne qui vous a donné cette information. Quoi qu'il en soit, même si on appliquait une tendance logarithmique, la projection serait toujours parfaitement incohérente puisqu'elle prévoit en 2020 des taux de mortalité plus faibles que ce qui n'a jamais existé dans toute l'histoire. Facile alors de prétendre observer une surmortalité, et c'est bien le reproche que j'adresse à cette méthode. Pour comprendre le problème du calcul de surmortalité à l'aide d'une projection, faisons une analogie. Imaginons un enfant qui mesure 1,50 m. Cet enfant a grandi de 5 cm par an. Il y a 10 ans, il ne mesurait qu'1 mètre. Selon la théorie de croissance attendue, historiquement vérifiée sur la dernière décennie, l'enfant devrait mesurer 2 mètres dans 10 ans. Si dans 10 ans il mesure qu'1,80 m, d'après la méthode de la croissance attendue, doit-on conclure qu'on a affaire à une sous-croissance record de 20 cm, ou que l'enfant a rétréci de 20 cm? Évidemment non, on peut seulement conclure que la tendance ne s'est pas poursuivie au rythme précédent et que le modèle n'est pas valable, ou si l'on veut que l'enfant a moins grandi que s'il avait plus grandi. Il en est de même pour toutes les données de mortalité, on a eu plus de morts que si on avait eu moins de morts, et on ne peut guère aller plus loin. Dans tous les cas, les données de l'INSEE sont justes et j'utilise les mêmes. Et les calculs sont également exacts. C'est la manière de présenter les résultats qui n'est pas neutre. Il faut toujours présenter tous les aspects d'une analyse et ne rien cacher, et c'est ce que j'essaye de faire dans mon livre, et c'est ce qui aurait dû être fait depuis 3 ans. À la lecture de cette nouvelle section de l'article, on se demande s'ils font exprès ou s'ils ont vraiment rien compris à mon livre. J'explique par A plus B pourquoi les données estampillées Covid-19 ne tiennent pas la route et sont entièrement biaisées. C'est pourquoi il est plus pertinent et même nécessaire de travailler sur les données de mortalité toutes causes confondues. Voici la question que m'a posée Nicolas Bérotte. L'analyse des certificats de décès a permis d'établir que l'épidémie de Covid-19 a directement causé le décès de 69 000 personnes en France en 2020. En quoi ce bilan ne permet-il pas de dire que le Covid a eu un lourd impact? Et voici ma réponse du 20 mars 2020, à vous de juger si elle est compréhensible. Vous commencerez par noter que l'INSERM est entièrement d'accord avec moi concernant la mortalité générale sur l'année 2020. Le tableau 3 montre une différence de moins de 1% entre les niveaux de mortalité standardisés de 2015 et de 2020. Ensuite, je note que vous faites une omission lourde de conséquences dans le titre de l'étude. La deuxième partie est « Quand les autres grandes causes de décès baissent ». L'INSERM avoue par son étude que les morts du Covid sont des récupérations des autres causes de mortalité. Par rapport à la période 2015-2017, la mortalité par tumeur, maladie cardio-neurovasculaire, maladie du système nerveux, troubles mentaux et du comportement a diminué, notamment chez les personnes âgées de 85 ans ou plus. Les statistiques de mort du Covid-19 sont avant tout un transfert de codage. Des personnes âgées en fin de vie souffrant de maladies graves ont été codifiées en tant que morts du Covid-19. Nous ne mesurons pas l'impact d'un virus, mais celui de l'arrivée d'un nouveau code qui va récupérer les morts des autres. Le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès, le CEPIDC de l'INSERM, travaille à partir des causes de décès remplies par les médecins sur les certificats de décès. En 2020, 77 535 certificats de décès portaient la mention Covid-19. Parmi ces derniers, il a été décidé d'attribuer le Covid-19 comme cause principale pour 69 238. Ce n'est pas une preuve définitive de causalité. Pour arriver à cette statistique, des informations prises sur des documents administratifs ont été suivies de choix qui doivent être discutés, tout particulièrement lorsque les résultats montrent des incohérences aussi flagrantes. Il est extrêmement rare qu'une autopsie soit réalisée sur les personnes âgées découvertes décédées chez elles. La cause principale de décès est donc
parfaitement inconnu dans une grande partie des cas et renseigné arbitrairement par le médecin constatant le décès. Il est évident que dans une période de psychose où le discours dominant est d'accuser le Covid-19 de tuer les personnes âgées, on voit apparaître des Covid-19 dans les certificats de décès, et donc dans les statistiques. Ce n'est pas une preuve et encore moins une estimation fiable de la mortalité due au virus. Concernant les personnes décédées à l'hôpital, la situation est encore plus nette. Le site Scan Santé nous permet de connaître les hospitalisations selon le groupe homogène de malades, le GHM. On observe ainsi qu'en 2020, les hospitalisations enregistrées comme Covid-19, se trouvant dans les GHM infections et inflammations respiratoires, sont un simple transfert des hospitalisations autrefois enregistrées dans d'autres maladies, notamment les bronchites, bronchiolites, bronchopneumopathie et grippe. C'est la création du code d'urgence U07 Covid-19 par l'OMS en janvier 2020 qui a généré le début de son utilisation par les hôpitaux. La consigne a d'ailleurs été passée par l'ATH de déclarer tous les patients comme Covid-19 virus identifié, même lorsqu'aucun test n'avait été effectué sur le patient. Les statistiques d'hospitalisation et de décès à l'hôpital, enregistrées en tant que Covid-19, sont la conséquence d'une décision administrative. Ça n'a rien de scientifique et est, par conséquent, parfaitement inexploitable, sauf pour montrer son incohérence totale. Concernant les EHPAD, enfin, je montre dans le livre que sur la période du premier confinement, pratiquement tous les décès ont été déclarés en tant que Covid-19. Cela n'a absolument aucun sens et ne fait que renforcer toutes ces preuves d'une supercherie de comptage. Ajoutons quand même que c'est assez délicieux de voir l'INSERM se défendre derrière l'OMS à propos de cette méthode de classification. Cette méthode de classification répond pourtant à une méthodologie très précise. Les 69 000 décès dus au Covid en cause initiale s'appuient sur une base exhaustive et l'application de règles définies internationalement par l'Organisation mondiale de la santé, explique Élise Coudin, directrice du CEPIDC. Je suis prêt à faire des efforts de pédagogie pour permettre aux journalistes de comprendre ce qui s'est passé, mais je ne peux pas lire le livre à leur place. Déjà que je l'ai écrit pour leur permettre de comprendre ce qui s'est passé sans avoir à faire toutes les investigations qui incombent normalement au métier de journaliste. Et ce n'est pas parce que l'OMS a écrit des règles que les données qui en découlent ne sont pas pour le moins biaisées. Et les arguments d'autorité, ça suffit. L'OMS est très loin d'être une référence scientifique et était déjà pointée du doigt il y a 10 ans pour ses nombreux conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique dans le rapport du Sénat sur l'escroquerie à Shine. L'article du Parisien insiste, en France, le travail de codage en 2020 a été entièrement réalisé par l'équipe de nosologistes spécialistes de la classification internationale des maladies et des règles de l'OMS, détaille Élise Coudin. J'explique exactement dans mon livre en quoi c'est un problème. Donc à ce stade, soit ils n'ont pas lu le livre, soit ils ne veulent pas comprendre. Je sais que le livre est long, mais pour prétendre en faire un décryptage, il faut se mettre au boulot. L'article me cite « La tranche d'âge des plus de 65 ans connaît des périodes de hausse de mortalité visibles chaque année. » Nicolas Bérode confirme mon propos et victoire, écrit noir sur blanc. En revanche, on n'observe pas vraiment de surmortalité chez les moins de 65 ans en 2020. Donc commençons par célébrer ce point, argument encore catégorisé comme complotiste il y a peu. Les données sont têtues et le narratif ne tient plus. Le rien d'étonnant évoqué dans l'article mériterait un Oscar de la mauvaise foi après toutes les informations que vous avez relayées laissant entendre le contraire. Oscar du meilleur retournement de veste. On peut ensuite lire « Pierre Chaillot laisse ensuite entendre que la surmortalité chez les plus de 65 ans pourrait s'expliquer par les mesures prises au printemps et à l'automne, en premier lieu le confinement, plutôt que par l'épidémie de Covid-19. » Comme je l'ai signalé à Nicolas Bérode, son raisonnement est problématique car il présuppose une efficacité des mesures de distanciation sociale pour freiner l'épidémie. Or, il n'y a aucune source scientifique permettant de justifier la prétendue efficacité des mesures prises. Et pour cause, il n'existait rien avant la crise, et après la crise, les seuls qui ont servi de caution à ces pratiques sont des modèles mathématiques basés sur des raisonnements circulaires. Comme je le montre dans le livre, ces articles supposent que le confinement est efficace, font ensuite une modélisation mathématique compliquée pour noyer le poisson, puis retombent sur le résultat que le confinement est efficace et font semblant d'avoir prouvé quelque chose. On remarque d'ailleurs que la littérature scientifique
regorge de plus en plus d'articles remettant en cause l'efficacité de ces mesures, sans même aborder les dommages collatéraux qu'elles engendrent. L'article me cite: les pics de mortalité sont trop souvent proches des pics vaccinaux pour que cela soit dû au hasard. Il m'accuse ensuite de ne montrer que les graphiques qui m'arrangent, de cherry picking pour notre spécialiste anglophone Tristan Mendès-France. Unvaxxed sperm. Premièrement, je rappelle que la situation ne m'arrange pas du tout et que je préférerais de très très loin que l'état de santé de toutes les populations et de tous les âges soit le meilleur possible, quel que soit le nombre de doses de vaccins reçues. Comme évoqué précédemment, nous parlons ici de données de décès et donc de vie humaine. Deuxièmement, je ne peux en effet pas mettre tous les graphiques dans mon livre. Il y a 20 pays étudiés fois 6 tranches d'âge. Ça fait donc 120 graphiques. J'ai déjà mis 12 graphiques dans le livre. J'ai voulu mettre 2 graphiques par tranche d'âge en m'imposant le fait de ne mettre que des pays différents. Je ne pouvais pas faire plus pour varier sur tous les pays et toutes les tranches d'âge. J'ajoute que mon code informatique est en accès libre et que tout le monde peut le faire tourner pour reproduire mes graphiques et vérifier tout ce que j'ai fait. De vérifier si je n'ai pas fait quelque part la moindre erreur de calcul et de vérifier s'ils sont d'accord avec l'interprétation de tous mes graphiques. Et donc j'invite tout le monde, évidemment, à tout vérifier et tout est disponible. Je ne peux pas faire plus. Je n'ai aucun dogme et je n'ai aucun problème à évoluer si on détecte une erreur ou un changement d'interprétation. Et je donne tout de manière transparente et c'est assez étonnant que pas le moindre fact-checker ne mentionne ce point. L'article enchaîne sur un corrélation n'est pas causalité. Merci beaucoup, je suis statisticien de métier depuis 15 ans et c'est le sujet principal de mon livre. Et c'est tout particulièrement délicieux parce que juste après avoir dit ça, Nicolas Bérode enchaîne sur une corrélation des données de surmortalité toute cause chez les jeunes avec celle des données de décès Covid, tous âges, en sous-entendant une causalité. On vient tout juste de dire corrélation n'est pas causalité, mais là c'est plus le cas. En fait, c'est quand ça vous arrange, c'est sage et bon. La causalité, on l'admet pour les statistiques Covid et on la refuse pour la vaccination. C'est bien pratique. Les statistiques ne pourront jamais montrer autre chose qu'une corrélation. En revanche, cette corrélation est un signal inquiétant, un signal qui vient conforter la pharmacovigilance passive qui montre des résultats inquiétants de remontée d'effets indésirables suite aux campagnes de vaccination. Les deux ensemble mériteraient une enquête sérieuse et indépendante sur la question. Une fois n'est pas coutume, la publication des données de décès toutes causes confondues depuis le début de la crise selon le statut vaccinal et la connaissance du délai entre la date de vaccination et la date de décès permettrait d'apporter un autre signal et de confirmer le signal qui est vu précédemment dans mon livre ou bien de l'infirmer. Cela permettrait donc de renforcer ou de supprimer l'hypothèse de causalité. Et on comprend tout à fait que les laboratoires pharmaceutiques ou les membres du gouvernement qui ont incité à la vaccination depuis le début de cette histoire n'ont pas du tout envie qu'on aille creuser de ce côté-là. Mais, cher Nicolas Béron, ne pensez-vous pas que la santé de nos jeunes mériterait qu'on aille creuser profondément ce sujet? La vérité n'est pas loin, elle est juste derrière les œillères.